Voici Marek Alter. Là. Redis-le-moi, bordel. Ouais, bah. Bonsoir. Bonsoir. Marek Alter, bonsoir. Vous connaissez tout le monde. Cadet Olivier, Marek Alter. Chanteur, Marek Alter. Tu rigoles ou quoi? Tu connais pas Marek Alter? Comment ça va? Bonsoir, Marek. Aphrodite Childs. Made in Japan et tout ça. Aphrodite Childs. Marek Alter. Non, c'est un très très grand. Alors Marek, trêve de plaisanterie, je vais demander de venir témoigner ce soir car vous connaissez bien Yasser Arafat et depuis longtemps. Votre première rencontre, c'était en 1969, près d'Amman, en Jordanie. Vous dirigiez le Comité international pour une paix négociée au Proche-Orient et vous avez eu une discussion très animée avec lui, voire explosive. Oui, c'est vrai. Vous savez, il faut comprendre ce qui se passait à l'époque. Aujourd'hui, les gens se parlent. Ouais. Et moi, j'ai pour principe parler à mes ennemis. Parler à ses amis, tout le monde le peut. Je pense que chacun de nous a une Kalachnikov, peut-être plus qu'une Kalachnikov, c'est la parole. Et il faut l'utiliser. Je pense que chaque individu a une conscience et si il accepte de me parler, je parle à sa conscience. Alors, quand j'ai pu, grâce à des amis algériens à l'époque des FLN, rencontrer Arafat, il faut comprendre, c'était un terroriste, il faisait sauter les avions, il y a des enfants, des Mahalotes qui étaient massacrés, ce n'est pas rien. Je suis allé voir Golda Meir avant d'aller les voir. Golda, que j'aimais beaucoup, on parlait en yiddish, c'était un peu ma grand-mère, puisque la mienne était brûlée à Auschwitz. Et quand Golda a appris que j'allais voir Arafat, il fallait voir sa tête. Elle m'a dit, quoi? Tu vas parler à un homme qui a plein de sang d'enfants juifs sur ses mains? Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis sorti, j'ai dit, Golda, tu sais, Moïse est allé voir Pharaon qui a tué tous les premiers-nés juifs. Alors là, elle était prise de court, on était dans l'histoire. Et elle dit, mais c'est Dieu qui lui a dit d'aller voir, et tu n'es pas Moïse. Je dis, Golda, c'est vrai, je ne suis pas Moïse, Dieu ne m'a rien dit, mais c'est la conscience. Si ma parole pouvait épargner la vie de quelques enfants juifs ou palestiniens, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et puis, elle m'a regardé, et c'est terrible, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui vous regarde, qui vous ne répond pas. C'est très long, hein? À la télévision, c'est encore pire que la radio. Peut-être 3 minutes, j'en sais rien, 1 minute, c'était long. Je lui dis shalom, elle ne m'a pas répondu. J'ai pris un taxi collectif, à l'époque il y avait des taxis collectifs. Je suis rentré à Tel Aviv et à 6 heures du matin, elle me téléphone, c'était sa voix, il m'a dit en hébreu seulement « l'air, vas-y ». Et c'est avec la bénédiction de Golda Meir que je suis allé voir Arafat. Alors ce premier rendez-vous avec Arafat, ça a été très, très animé. C'était animé parce que je crois, je ne suis pas sûr, que j'étais le premier juif pro-israélien qu'il n'a jamais rencontré. Ouais. Je crois que c'était un... il voyait que des gens qui étaient d'accord avec lui, qui disaient vas-y. Pour lui, Israël, c'était le royaume des croisés qui allait disparaître. Et lui, il était le Saladin. Comme je lui ai dit, attends, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas vrai. Et là, on avait une discussion intéressante, parce que je vois aujourd'hui, tant d'années après, il y a encore des gens qui le disent, ça me fait vieillir. Il dit, mais on vous a tué, m'a-t-il dit. C'est pas notre faute. Il fallait créer un État en Bavière. Alors j'ai dit, Yasser, écoutez, c'est pas moi qui ai créé cet État, c'est les Juifs qui vivaient ici, qui se battaient. Ils se battent depuis 50 ans contre le colonialisme britannique. Mais c'est pas ma faute. Je dis, si, c'est ta faute aussi. Si tu me demandes ma solidarité, je te demande ta solidarité. Nous sommes tous des hommes. Sinon, je peux dire les Palestiniens, je n'ai rien à foutre. Si tu n'as rien à foutre des Juifs, moi je n'ai rien à foutre des Palestiniens. C'est là où il s'est énervé et il m'a dit, bon, l'année prochaine à Tel Aviv, je dis, dans ces cas, un jour avant, je vous tuerai. Oh là là. Et il s'est approché de moi, il m'a pris dans les bras. C'était un type très oriental, où en Orient, on touche les gens. Si on aime quelqu'un, on le touche. Sinon, on ne l'aime pas. Si on le respecte physiquement, on ne l'aime pas. Donc, il m'a pris dans les bras et j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, je commençais à l'intéresser.
Et c'est comme ça qu'il s'est créé une relation particulière. Alors la dernière fois que vous l'avez vu, c'est en août dernier à Ramallah. Il était dans quel état? Il était très malade, à mon avis. Il était malade, il avait le trou de mémoire. Il y a d'ailleurs son conseiller, Nabil Abouredene, lui poussait des petites notes pour lui rappeler les sujets qu'il voulait traiter avec moi, qu'il voulait parler. Et puis là, il s'est passé quelque chose, et là peut-être ça sera les regrets de ma vie, mais bon, on a toujours des regrets. Depuis des années, je lui demande de s'adresser directement aux Israéliens. Moi, je m'adresse bien, moi je ne suis pas israélien, je suis français, mais lui, je lui dis, si c'est vrai ce que tu me dis, je t'amène toutes les télés israéliennes et tu t'adresses au peuple d'Israël. Pas à Sharon, on s'en fout, c'est une démocratie. Directement au peuple. Directement. En hébreu. En hébreu. Et je vais t'écrire. Jamais, hein, il l'écoutait comme s'il n'entendait pas. Et puis là, il était là un peu tremblant, et puis il lève vers moi son regard humide, comme ça mouillé, et me dit, elle est draft. Alors moi j'étais ailleurs, j'ai dit, le draft, quel draft? Mais tu m'as pas promis le draft d'un discours? J'ai dit, mais tu le veux vraiment? Ben, bien sûr. Je suis parti. 2 semaines plus tard, le consul général de France à Jérusalem, Régis Ketchet, qui était avec moi là, m'appelle, il dit, de la Moukata, on attend le draft. Et je ne l'ai pas écrit. Aïe. Alors... Non mais sérieusement, si vous aviez écrit ce texte, enfin ce draft pour ce texte, peut-être qu'il se serait adressé à tous les Israéliens à la télévision en direct. Peut-être que je ne le croyais pas. Je le croyais incapable. Vous savez, il appartenait, il a fait énormément pour les Palestiniens. Énormément. C'est grâce à lui qu'on parle de Palestiniens aujourd'hui. Mais il appartenait, comme le dit la Bible, à la génération du désert. Oui, comme Moïse. Comme Moïse. Hein? Ça veut dire que ce sont des gens qui savent se libérer d'esclavage, mais ils ne savent pas concevoir la liberté. Même Moïse, je lui disais, même Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. C'est la génération d'après qui est rentrée. C'est la génération d'après. Et ça sera quand même un regret parce que s'il n'y avait qu'une chance sur 1 million, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'à l'époque où vous l'avez vu, au mois d'août, il avait admis finalement de vivre aux côtés des Israéliens? Oui, mais ça, il le disait tout le temps. Ça, il le disait tout le temps. C'est à la télévision, à TF1, et quand Patrick Poivre d'Arvor, c'était 88, il m'a invité au journal. Lui, il était à l'Institut de monde arabe, Arafat, et Patrick Poivre d'Arvor lui dit, j'ai une surprise pour vous. Et puis, on voit ma tête barbue apparaître, et lui, il se met à sauter. This is my friend, this is my friend. Et alors, on lui pose la question, vous dites que vous voulez la paix, or votre charte prévoit la destruction d'Israël. Comment voulez-vous faire la paix si vous voulez détruire votre ennemi? Il n'y a pas avec qui parler. Et c'est là où il a lancé, mais la charte est caduque. Et tout le monde s'est précipité sur le dictionnaire pour savoir c'est quoi le caduc. Hein? Maintenant, on sait, depuis on sait. Et c'est vrai, mais en même temps, il n'a pas su, à mon avis, abandonner le rêve de tout. Vous savez, c'est très spécial quand on rêve depuis l'enfance des orangers, des Jaffa, accepter du jour au lendemain que ce n'est plus à moi. Donc, je pense qu'il était entre la réalité et les rêves. C'est pour ça qu'il avait 2 discours, c'est que la gauche israélienne lui reprochait, même les pacifistes. Parce qu'en anglais, ce qu'il disait, on aurait pu tous applaudir. Mais dès qu'il parlait en arabe, il disait autre chose. Un peu ce qu'on reproche à Tariq Ramadan aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que vous vouliez qu'il s'exprime en hébreu à la télévision israélienne. Exactement. C'est pour ça que je voulais qu'ils disent aux Israéliens, Haverim Yakarim, mes chers amis israéliens, qu'ils le disent. Bon, écoutez, c'est trop tard. Alors, entre cette première rencontre à l'époque, donc près d'Amman en Jordanie, et cette dernière rencontre à Ramallah au mois d'août dernier, vous l'avez rencontré très souvent, notamment au début des années 80, quand vous allez à Tunis, puisqu'à l'époque Arafat était hébergé en Tunisie, avec votre femme, Clara Alter, pour le convaincre
d'écrire ses mémoires. Et avec vous, il y a une jeune journaliste Oui. qui est la fille du banquier Tawil. Ben oui, c'est pas mon métier d'être marieur, Ouais. je vous garantis. Mais c'était un hasard. Mon éditeur, Robert Laffont, voulait absolument obtenir l'autobiographie d'Arafat. Il y a beaucoup de livres sur lui, mais lui-même n'a jamais raconté sa vie. Alors je l'appelle, il me dit, bon, j'ai fait la révolution, je n'ai pas le temps d'écrire, etc. Alors, je dis, et si je t'amène un journaliste? Il dit, palestinien. Très bien, je t'amène un journaliste palestinien, tu vas faire un entretien avec lui, et après, moi j'arrange ça. Très bien. J'ai appelé une femme, elle est toujours là, elle s'appelle Raymonda Tawil à Ramallah, c'est une très belle femme. C'est la femme forte. du banquier Tawil. La femme du banquier Tawil, qui était sorte de l'appassionaria de Ramallah. Et je lui dis, est-ce que tu veux faire cet entretien? Elle me dit, non, les vieux, même pas. Les vieux, c'est intéressant. Les gens écrivent beaucoup dans la presse. On dit qu'on l'appelait les vieux par sorte de tendresse. Pas pour cela. Parce que les Palestiniens étaient fascinés par les sionistes. Ils ont tout repris. Ils ont créé leur structure de l'OLP, etc., comme les sionistes l'ont fait avec l'agent juif. Et Ben Gurion... Comme Irgun aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Et Ben Gurion, on l'appelait les vieux. Du coup, lui, il voulait qu'on l'appelle les vieux aussi. Il n'était pas encore si vieux que cela, quand on s'est mis à l'appeler les vieux. Donc, Raymond me dit, les vieux ne m'aiment pas. Mais, si tu veux, prends Soucha, ma fille, elle pourra le faire. Et on est parti à 3. Ils n'ont jamais écrit les livres. Elle s'est mise à travailler avec lui. Puis ils ont fait un gosse, une fille qui a 10 ans aujourd'hui. Alors donc, Arafat n'est jamais devenu le président d'une Palestine pacifiée. Et là, je lui reproche cela aussi. Au fond, il aurait pu proclamer un État. Il me disait toujours à Tunis, dès que je serai à Gaza, je proclame l'État, même sur 1 km². Après, je vais me battre. Je dis, bravo, c'est bien, c'est juste. Il arrive à Gaza, il ne proclame pas l'État. Pourquoi? Il aurait pu être reconnu par le monde entier. Ce qui est le cas. Et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, toujours la même L'État n'a jamais été proclamé. Si c'était un État Il me tronqué, il semblait, faut moi. être deux pour plaisanter. Alors, il fallait être deux quand voilà, même. C'est-à-dire. Non, il aurait pu très bien le proclamer et dire voilà ma revendication. Maintenant, puisque vous m'avez tous reconnu, aidez-moi à récupérer le reste. Bien sûr. Il aurait été reconnu. Alors, oui. Mais ce serait passé peut-être comme ça si les Il a pourparlers pas de fait paix ça. avaient réussi. Alors ça, c'est croyais l'histoire que- avec Rabin. Oui. C'est encore une autre Oui, oui. histoire. C'est- Non, mais je croyais, moi. Les dramatiques, pourquoi tout ça c'est tellement tragique? C'est qu'il y a un décalage entre le temps de notre vie et le temps dans l'histoire. Ouais. 60 ans dans l'histoire, c'est rien. Hein? Vos enfants verront ça dans les manuels scolaires, ça va faire 1 ou 2 paragraphes. Dans notre vie, 60 ans, dans notre vie, c'est vrai. une vie. Et nous voyons les gens mourir et on se dit merde, mais Ouais. ils auraient pu déjà vivre en paix. Ouais. Parce que nous savons comment ça va se terminer. Or, l'histoire ne respecte pas les mêmes temps. Et ce décalage fait que nous sommes angoissés, nous sommes en colère. Alors, Marek, maintenant, bon, vous êtes partisan de 2 pays, côte à côte. 2 États côte à côte. On est bien d'accord. Bon, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, Sharon libère Gaza et qu'il veut annexer la Cisjordanie? Je ne pense pas. Et même s'il le veut. Et on a un petit peu oublié, bon, bien sûr, l'histoire ne se répète pas. Comme disait Engels, je crois, elle bégait. Bon. Et oublions pas chez nous, le général de Gaulle. Hein, quand il va voir les Français d'Algérie, il leur dit « Je vous ai compris ». Il les a compris. Il veut garder l'Algérie française. Mais tout doucement, il est talonné par les ultras. Lui, il ne peut pas aller aussi loin Ouais. que Salan et les autres. Il prend de plus en plus de distance. Et en prenant distance, il se retrouve avec nous. Et à la fin des comptes, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la prison. Hein, un type comme Ben Bella, qui Ouais. était emprisonné, qui était en prison française, il amène Evian, il signe la paix avec lui. Donc, je n'exclus pas le même processus avec Sharon. Sharon, il a décidé, pour des raisons, on s'en fout les raisons, hein, de libérer Gaza. Il s'est mis sur le dos tous ces ultras C'est vrai. qui veulent les tuer. Oui, Hein, c'est vrai. il y a des grands manifs contre lui. Hein, il y a les fadouas des rabbins, c'est vrai, certains oui. rabbins contre lui. Bon.
Donc, tout doucement, il sera obligé, déjà aujourd'hui, au Parlement israélien, il est soutenu par la gauche et par les députés arabes. Parce que sinon, il n'aurait pas eu la majorité. Il a dit je vous ai compris, presque Exactement. comme le général de Gaulle. Exactement. Et il sera amené tout doucement à libérer tout. Oui. Et il va sortir, à mon avis. Là, j'ai dit peut-être une bêtise, mais si je ne dis pas de bêtise, vous m'applaudirez encore plus fort. Hein. C'est qu'il va sortir, parce que lui, il est capable, un type qui se trouve dans une prison israélienne qui s'appelle Marwan Berghouti, Ouais. l'homme le plus populaire dans les territoires, qui parle l'hébreu mieux que moi, qui est en train, en prison, de faire son doctorat à l'Université hébraïque de Jérusalem par correspondance, et il va signer la paix avec lui. Ah, ça serait génial. Ce serait génial. Inch'Allah. Le trésor de l'OLP, là. Je pense que quand on parle de cet argent, je ne crois pas, peut-être là encore j'ai dit une bêtise, que ce soit le détournement. Au début, il faut savoir qu'au début, comment vivent toutes les organisations terroristes, hein, c'est que les grandes compagnies pétrolières leur payent pour qu'ils ne détruisent pas les pipelines. Imaginez, pour acheminer le pétrole, il faut des dizaines de milliers de kilomètres de pipelines. Regardez en Irak, malgré 150 000 soldats américains, les pipelines sautent tout le temps. Comment ça se fait que dans les golfs Persiques, ça saute jamais? Ouais. Pourquoi? Parce que les compagnies pétrolières payent à ceux qui peuvent les faire sauter pour qu'ils ne les fassent pas sauter. Et c'est comme ça qu'ils ramassent beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'ils ont gagné de l'argent. Ceci étant, c'est pas de l'argent pour lui, parce qu'on a bien vu comment il vivait depuis 3 ou 4 ans à Moukata. On comprend bien que l'argent, c'est de l'argent qui sert à la cause palestinienne et pas à son intéressement ou son En enrichissement Orient, personnel. l'argent, c'est quand même le pouvoir. Oui. Pouvoir payer les familles démunies pour qu'ils permettent à leurs fils de s'engager, etc. C'est un moyen important. Non, juste, je voulais dire que, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, et que vraiment ce qu'il faut retenir de l'histoire, et si jamais dans 100 ans on devait en parler, ça ferait peut-être pas plus de 3 lignes. On pourrait juste résumer en disant que, effectivement, et moi je suis catholique, et c'est Jésus qui l'a dit, la performance n'est pas d'aimer celui qui t'aime, la performance c'est d'aimer celui qui ne t'aime pas. Ouais. Et qu'à partir du moment où on instaure le dialogue, là on peut trouver une solution et c'est ce que notre ami a essayé de faire et c'est admirable. Merci. Merci Marek. Merci d'avoir été avec nous.